Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente aujourd'hui pour ce rendez-vous mensuel. On va écouter Iris Bénard-Taupin, qui est étudiante en anthropologie à l'EHESS et qui va nous parler des Garanos, au Portugal, et des rapports interspécifiques dans un Portugal en transformation. Écoute, Iris, je te laisse la parole et on passe aux échanges juste après. Très bien. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à présenter ma recherche. Comme Angèle l'a dit, je suis étudiante en M2 d'anthropologie à l'EHESS. J'étais l'étudiante de Florence Brunoy-Passina qui est malheureusement décédée tragiquement en mai dernier. Et donc aujourd'hui, suis dirigée par Olivier Allard. Je vais vous parler du terrain que j'ai réalisé au Portugal au printemps dernier. Et voilà, essayer de vous partager de façon la plus concise possible à peu près tout ce que j'ai pu comprendre de cette région du Minho et puis aussi toutes les choses annexes qui se sont ajoutées. Euh, Ah voilà. Alors, je vais vous parler très rapidement de comment ce projet est né. Alors moi, j'ai été intégrée à un projet de recherche qui n'est pas tout à fait lié à ça, qui s'appelle Cheval Automédic et qui a été mis en place par Nicolas Lenné, qui est à l'IRD, Sophie Barrault, qui est éthologue, et puis Florence Brunoy-Passina, et qui porte sur l'automédication équine. Nous avons, enfin surtout Sophie, avons eu l'occasion de présenter ici même, enfin le 30 avril dernier, une partie des recherches que nous avons menées, notamment dans le département de la Manche. Et donc c'est à travers ce projet-là que je me suis intéressée au Garano spécifiquement, en parlant avec Sophie Barrault, et puis que j'ai décidé, évidemment avec le soutien de ma tutrice initiale, de mener une recherche ethno-éthologique. Je vais en parler un petit peu plus amplement plus tard. Pour parler très concrètement de mon terrain, donc ça a été à peu près 2 mois et demi au parc national Peneda Gerês, qui se situe dans le nord du Portugal, dans le Minho, et puis finalement assez simplement, j'ai mené des observations participantes, des entretiens semi-directifs et puis des observations éthologiques, notamment de Garano vivant en liberté dans la montagne. Alors voilà pour ça. Toutes les photos sont les miennes, qui sont pas toutes très réussies, mais en tout cas c'est les miennes. Le Garano, qui est aussi, comme vous pouvez le voir en haut, à droite, qu'on appelle aussi parfois burro en portugais, qui veut dire âne. C'est donc un poney qu'on dit rustique qui mesure à peu près au maximum généralement 1,35 m au garrot, qui a une présence plurimillénaire sur le territoire entre la Galice espagnole et le Minho, puisqu'il est arrivé au moment de la dernière ère glaciaire, donc il y a à peu près 10 000 ans. Cette présence plurimillénaire, mes enquêtés en montrent une certaine fierté, puisque on m'a raconté plusieurs fois que ce sont les équidés qui ont été utilisés pour mener la conquête du Brésil, par exemple, ou pour la guerre d'indépendance du Portugal face à l'Espagne au XIVe siècle, si je me souviens bien. On peut trouver les Garanos dans le nord du Portugal dans 3 situations différentes. La majoritaire étant ce qu'on m'a présenté comme en semi-liberté dans les montagnes du Minho, c'est-à-dire qu'ils ont des propriétaires, qui sont des éleveurs, mais qui vivent en totale autonomie à la fois alimentaire et autonomie de déplacement. On peut aussi les trouver deuxièmement dans des centres équestres, donc ça c'est beaucoup plus classique, vivant dans des box et étant alimentés par fourrage, ou comme on va le voir un peu plus tard, un petit peu différemment, mais voilà, ça c'est ce qu'on connaît un petit peu mieux, en tout cas que moi je connais un petit peu mieux en France. Et puis on peut les rencontrer aussi
présentés comme sauvages à Gérès, c'est-à-dire que ils appartiennent à l'Institut de conservation de la nature et de la forêt, donc qui est un organisme officiel du Portugal, et eux-mêmes expliquent que ce groupe de Garano leur appartient, mais qu'ils ne sont pas élevés dans un avec pour but de les vendre, mais avec seulement pour but de protéger l'espèce. Donc voilà, on m'a présenté ce petit groupe d'une vingtaine de Garano comme les seuls étant réellement sauvages, ce qui pose question. Et donc je me suis posé la question de comment faire pour définir le sauvage et le domestique, étant donné qu'en fait les frontières ici sont assez poreuses. Euh, et que ça a été un sacré enfin un petit sac de nœuds, disons, pendant mon terrain et l'écriture du mémoire. Et puis, dans la perspective de la philosophe Donna Haraway, étant donné que les Garano étaient auparavant des chevaux, enfin des animaux qui étaient particulièrement utilisés dans l'agriculture et dans le transport, et que ces modes d'utilisation de ces poneys quasiment disparu aujourd'hui. Est-ce qu'on pouvait dire que c'était des espèces compagnes, une espèce compagne à l'époque, et peut-on dire que c'est toujours le cas? Voilà, c'est une des questions parmi tant d'autres que je me suis posée. Pour vous présenter extrêmement rapidement le Minho, donc là sur la photo, on peut voir Gérès dans la montagne, et puis en contrebas le, le lac artificiel qui descend tous les flancs des montagnes autour. Donc la région du Minho qui se situe entre le fleuve Minho qui sépare le Portugal et l'Espagne au nord du Portugal, et puis à peu près la vallée du Douro, donc qui se situe au niveau de Porto. Donc voilà, le Minho se situe à peu près entre ces deux zones-là. Ce targ d'origine celtique et romaine, avec notamment d'anciennes routes datant de l'Empire romain qu'on peut toujours emprunter aujourd'hui à pied. Et puis pas mal de sites archéologiques qu'on peut observer. C'est une région qui, honnêtement, comme un peu tout le reste du Portugal, mais quand même est particulièrement touchée par le vieillissement démographique et les migrations, soit dans d'autres régions, les côtes, ou alors d'autres pays carrément. Euh, Moi, j'ai mené mon enquête spécifiquement dans le village de Gérès, qu'on voit là dans la photo, qui est le centre névralgique touristique du parc national, puisque c'est de là que partent la plupart des randonnées. Il y a aussi des zones thermales, enfin des thermes, dans cette petite ville. Donc voilà, il y a un tourisme assez particulier qui y a lieu. Et c'est une région particulièrement catholique, puisque à 50 km de là se situe Braga, qui est la capitale religieuse du pays. Euh, et voilà, c'est une région qui se présente comme très très travailleuse en comparaison avec, comme je le présenterai plus tard, le sud qui est présenté comme un peu, enfin, qui est carrément présenté comme fainéant. Euh, donc pour passer enfin j'essaie de passer rapidement, mais tout en expliquant quelles ont été mes méthodes d'enquête et qu'est-ce que j'ai essayé d'intégrer dans ma réflexion à la fois pendant mon terrain et l'écriture de ce mémoire. Moi, j'ai essayé de m'inscrire dans le tournant ontologique que propose Philippe Descola et d'autres, en essayant d'interroger la séparation entre nature et culture à l'aune de ces rapports entre humains et chevaux, où finalement, comme on va le voir plus tard, il y a des phénomènes d'identification qui efface, enfin en tout cas qui abîme un petit peu cette frontière que qui est en tout cas décrite en Occident par exemple. Et puis évidemment, comme j'étais l'étudiante de Florence Brunoy-Passina et puis que c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée, j'ai essayé d'appliquer l'ethnoéthologie que j'aimerais bien définir quand même en la citant rapidement. Donc dans un article datant de 2005, Florence Brunoy-Passina décrit l'ethnoéthologie comme cherchant à évaluer non seulement en quoi les comportements des non-humains et les interactions qu'ils sous-tendent influent sur les savoirs et savoir-faire humains, et au-delà sur leur comportement, leur imaginaire et leur conception du monde, mais aussi et réciproquement en quoi la conception culturelle de ces individus est susceptible d'influer sur la perception de ces mêmes comportements.
voilà, c'est une longue phrase, mais qui explique très bien ce qu'elle a développé et ce qu'elle a développé tout au long de sa carrière. Euh, L'ethnoéthologie, finalement, est très proche de l'ethnographie multi-espèces qu'on peut retrouver dans l'anthropologie anglophone, dans une expression très large, en passant par John Hartigan Jr., qui m'a énormément inspirée, qui a mené une recherche sur les captures de chevaux Garano en Galice, vraiment à la frontière en plus du Portugal, captures qui sont très ritualisées. Voilà, donc je me suis inspirée de son travail pour mener mon enquête. Et par exemple, Radhika Govindjaran, qui elle aussi a mené une ethnographie multi-espèces, mais là dans l'Himalaya indien, et qui m'a beaucoup inspirée. Euh, j'ai aussi bien évidemment intégré des controverses, enfin controverses c'est un peu radical comme terme, mais en tout cas des débats qui ont pu avoir lieu au sein du domaine des chevaux, des sciences humaines, et notamment chez des anthropologues spécialistes de la domestication comme Jean-Pierre Vigard et Carole Ferré, ce qui m'a permis d'avoir un regard un peu plus, enfin bon, disons distancé sur les propres approches que j'essayais d'appliquer. Et puis enfin, bien que malheureusement j'ai découvert assez tardivement l'anthropologie de l'action, je l'ai découvert assez tardivement en fait durant mon terrain. J'ai essayé de me référer aux observations que j'avais déjà faites et puis aux observations finales que je menais. Euh, et donc en m'inspirant évidemment de l'anthropologie de l'action développée par André-Georges Audricourt, et puis ensuite un peu plus développée par Carole Ferré. Euh, voilà. Alors là, sur cette photo, c'est assez drôle parce que vous allez me dire, ce n'est pas un Garano. Effectivement, le cheval là présenté n'est pas un Garano, et c'est une histoire que j'aimerais bien vous raconter, mais malheureusement, j'ai pas le temps, donc n'hésitez pas à me poser une question tout à l'heure. C'est une très belle histoire. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais dans le coin tout à droite, là par contre, il y a un Garano. Mais j'aime bien cette photo. Donc là, je vais essayer de parler donc des singularités des relations interspécifiques. Cette photo a été prise dans une autre partie du parc national Peneda Gerês, plutôt du côté de la montagne Peneda, à l'extrême nord-est, dans un coin assez reculé. Euh, donc on pourrait dire, en référence aux travaux de Madame Bernadette Lisée, enfin, je me suis référée un peu à ses travaux, et en fait j'ai essayé de réfléchir et j'en suis finalement arrivée à la conclusion que les Garano se situaient un peu à mi-chemin entre le cheval de selle et de trait, puisque c'est à la fois enfin un poney qui est utilisé dans les concours, notamment le trot et l'attelage, surtout, mais qui est également utilisé dans l'agriculture paysanne. Alors il en reste encore peu de nos jours, mais il en reste quand même. Donc il faut le noter. Donc c'est un animal un peu multifonction. Euh, dont aujourd'hui, justement, on interroge beaucoup la fonction, et qui génère pas mal d'inquiétudes en fait chez les personnes qui défendent cette race. Pour rejoindre un peu aussi les recherches de Péric Pitrou, on pourrait comparer les Garano comme des objets biotechnologiques, parce que pour certaines personnes, la survie des Garano permettrait en outre la survie économique et démographique du Minho grâce au développement du tourisme notamment. Et puis pour se référer aussi un peu aux travaux de Jean-Pierre Digard, je pourrais pas dire que le Garano est un animal qui est vraiment passé au statut d'animal domestique. Puisque il y a encore beaucoup de représentations de ce... Enfin, c'est assez paradoxal, mais il y a quand même encore pas mal de représentations de cet animal, le présentant comme tout à fait sauvage, beaucoup plus que, enfin en tant que poney, beaucoup plus que des chevaux comme le Lusitano portugais. Euh, c'est assez intéressant parce que là, on commence à rentrer un peu dans le cœur de mon sujet. Durant mon terrain, j'ai rencontré divers interlocuteurs qui avaient un rapport très protecteur aux Garano et qui leur cherchaient absolument une fonction. C'est ce que je cite là, The Animal Needs a Purpose. J'ai mené pas mal d'entretiens en anglais parce que bon, j'avais pas un niveau encore assez développé en portugais pour le faire.
Mais donc voilà, il y avait une réelle importance qui était accordée au rôle que devait jouer cet animal. Ce qui dit finalement que leur existence pouvait difficilement se faire sans passer par le prisme humain. Donc, quelles fonctions m'ont été proposées pour les Garanos? C'est notamment le tourisme, avec l'exploitation des Garanos dans des balades, par exemple, des promenades à cheval, ou alors la vente de Garanos pour des étrangers, sur le modèle des poneys islandais. Euh, on les voit aussi, enfin, on voulait les présenter comme représentants symboliques d'une culture qui ressent comme en danger, avec notamment un enquêté qui m'a proposé, enfin qui voulait afficher de très grandes photos des Garanos dans les rues de Porto pour inciter les touristes à à s'éloigner des côtes et à venir un peu plus dans les terres et venir voir le Minho. On les voit dans les boutiques avec des magnets, des cartes postales, voilà. Une autre fonction des Garano pourrait être dans le monde de l'équitation, avec notamment certains qui veulent l'intégrer dans le dressage. Alors ça génère pas mal de controverses, mais surtout, comme j'ai dit, les courses de trot et d'attelage. En fait, on aimerait intégrer les Garano dans ces milieux-là et surtout le dressage afin de lui donner une certaine notabilité qui lui manque, puisqu'on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les présente comme des ânes, comme des animaux un peu disgracieux. Euh, et puis enfin, on voudrait intégrer une autre fonction au Garano qui soit celle de la protection de l'environnement, comme par exemple l'utilisation de ces chevaux pour faire des corridors en fait anti-incendie. Et puis aussi, on les présente comme garants des équilibres des écosystèmes. Tout en apportant une nuance à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le naturalisme, puisque en fait pas mal de mini-autos que j'ai rencontrés, notamment des chasseurs ou des cavaliers aussi, euh, m'expriment que la paysannerie traditionnelle, et en fait plus généralement les modes de vie traditionnels en disparition aujourd'hui du Minho, euh, favorisent aussi les équilibres des écosystèmes. Avec notamment l'utilisation des feux contrôlés de broussailles, la gestion des pâturages, les rituels de transhumance que j'ai pu observer d'ailleurs pendant mon terrain. Et enfin, mis une petite citation Horse in the Mountains parce que je me suis aussi rendu compte qu'il y avait quand même une certaine méconnaissance vis-à-vis des Garano, aussi bien dans le Minho, notamment en ville, où pas mal de gens m'ont dit ah mais moi j'ai vu des chevaux dans les montagnes, je savais même pas qu'ils avaient un nom. Et donc c'est quand même assez parlant finalement sur parfois un manque de reconnaissance que peuvent avoir ces poneys alors qu'ils font vraiment partie du paysage. Alors là, euh, bon, vous veuillez m'excuser pour la photo, elle est un peu gore, mais en même temps, elle représente pas mal l'ambiance dans laquelle j'étais pendant quelques mois, parce que pour la petite histoire, j'arrivais au printemps, je me suis dit, va faire super beau, c'est le Portugal, il n'a fait que pleuvoir. Euh, Pendant mon terrain, je pense comme beaucoup d'anthropologues ou en tout cas d'apprentis comme moi, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas du tout étudier qui rentrent complètement dans notre enquête. Moi, ça a été trois choses. C'est par rapport à cette crainte, cette vraie peur de disparaître chez les mignotos et qui s'exprimait dans trois cas différents qui, en fait, vous allez le voir, se rejoignent totalement. Ça, je trouve ça assez intéressant. Tout d'abord, l'immigration au Portugal, qui est un sacré sujet en ce moment. Elle a quadruplé en 8 ans, ce qui fait que sur une population de un peu plus de 10 millions d'habitants, il y a aujourd'hui 1 500 000 d'immigrés, beaucoup de Brésiliens. Euh, Ce qui génère de fortes crispations identitaires et une hausse très importante du vote à l'extrême droite, alors que c'est un pays qui est sorti de la dictature il y a 51 ans. Et le fait que ce soit beaucoup d'immigrés brésiliens génère une réelle crainte que la langue portugaise disparaisse et soit remplacée par le portugais brésilien.
Euh, il y a aussi la prédation, donc c'est en lien avec la photo là que vous voyez. Il y a une très forte prédation des loups ibériques sur les Garanos, avec notamment 80 à 100% des poulains nés dans l'année qui sont tués par des loups. Donc c'est énorme. Enfin c'est ouais, c'est énorme. Donc ce qui génère des quelques tensions quand même autour de ce prédateur qui est protégé par l'Union européenne, mais le Garano lui aussi est protégé par l'Union européenne, ce qui fait que ça génère des problèmes d'indemnisation pour les éleveurs parce que au bout d'un certain nombre de morts, l'Union européenne ou l'État arrête d'indemniser les éleveurs pour les responsabiliser, les inciter à acheter des chiens ou alors à construire des barrières dans des montagnes qui traditionnellement ne sont pas entravées dans un esprit de la tradition de ce qu'on appelle les baldios, qui voilà, permet un libre déplacement dans ces montagnes, pour les cheptels aussi notamment. Donc voilà, il y a une peur de disparition des garanos liée à la forte prédation des loups, mais qui est quand même à relativiser parce que le loup ibérique n'a jamais disparu du territoire et donc ça génère quand même un peu moins de tension que par exemple dans le sud de la France aujourd'hui. Et puis l'invasion, alors ça c'était le truc auquel je m'attendais vraiment pas. Je parle du mimosa, cette plante qu'on adore chez nous en France, qui est en fait un truc de dingue. C'est une plante invasive qui a été importée d'Australie à la fin du 19e siècle pour lutter contre l'érosion des sols, notamment à Gérès, qui est vraiment l'épicentre de l'invasion. Parce qu'en fait, les mimosas ont des racines peu profondes et qui se diffusent énormément, ce qui détruit les écosystèmes en favorisant les incendies. Mais vraiment, et en plus en empêchant les plantes autochtones type chêne, frêne de pousser, donc c'est une catastrophe absolue. Et donc en fait les paysages changent et les gens qui habitent dans ces endroits qui sont envahis par les mimosas reconnaissent de moins en moins les paysages que leurs aïeux leur ont décrits. Ce qui génère une espèce de forme de nostalgie et voilà pareil, donc il y a cette espèce de crainte de la disparition qui s'exprime dans plein de pans différents de leur vie. Et ces sources d'inquiétude sont exprimées à tous les niveaux socio-économiques que j'ai rencontrés, en passant de l'aristocrate à la biologiste au paysan, en fait, ce qui veut dire que on m'a, enfin, voilà, ce sont des sujets qui génèrent de fortes émotions. Euh, voilà, et donc en fait, à travers ce prisme, le statut d'espèce en danger du Garano suscite de fortes réactions de peur de la dilution, de la perte d'identité régionale aussi. Et c'est aussi à cause de ces trois problématiques plus ou moins assimilées ou intellectualisées, mais quand même toutes exprimées, que les Garanos sont érigés en emblème de la région plus que les loups, par exemple. Alors, il y a aussi une question, ça j'avais envie de l'évoquer, c'est la question de la génétique, parce que ça fait aussi vraiment débat en ce moment pour les Garanos. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un poney rustique dont la génétique, on considère que la génétique a très peu changé depuis à peu près leur première domestication, il y a environ 5000 ans. Leurs spécificités génétiques sont un poil dru, une robe alezane plutôt foncée, une crinière noire et bien frisée. Enfin bon, là sur la photo on le voit pas trop, mais quand même il y a, enfin voilà, quand même assez frisé et une grosse moustache très mignonne au-dessus des lèvres pour les protéger des épines d'ajon. Euh, et ils ont aussi un trot qui est caractéristique qu'au Portugal on appelle le passo travado, qui est un peu comparable au tölt islandais qui a un trot à quatre temps. Euh, et qui leur permet de se mouvoir un peu plus facilement en montagne, qui est moins fatigant à la fois pour eux et puis pour les cavaliers. Euh, c'est une source de fierté pour ceux qui connaissent ce trot, qui est d'ailleurs un peu en danger de disparition, et qui est aussi, il y a pas mal de compétitions paysannes, notamment dans les foires,
de ce trop-là. Quand je parle d'eugénisme, c'est parce que je pose réellement la question dans mon mémoire en fait, comment retourner au nombre de 40 000 Garano dans les années 1940 par rapport à 1600 aujourd'hui, quand aujourd'hui il y a des comment dire, une, un contrôle assez important qui est exercé sur l'espèce, notamment en abattant certains poulains mâles. Alors c'est justifié, hein, mais je pose quand même la question. En abattant certains poulains mâles et en empêchant les garanos qui ont par exemple des taches blanches sur le front ou alors sur d'autres parties du corps de se reproduire. Ça fait aussi aujourd'hui débat chez les amateurs, mais aussi entre l'Espagne et le Portugal qui n'ont pas du tout la même façon de concevoir la génétique de ces animaux-là. Et voilà, je parle de la création d'un studbook en 1994 par l'association des éleveurs de Garano, qui favorise un contrôle institutionnel de l'élevage. Euh, Paysans passant les Garanos de naturels slash sauvages à semi-sauvages, eux-mêmes plus ou moins anthropisés. Et puis ce contrôle institutionnel permet à l'association de devenir un intermédiaire indispensable pour l'État et l'Union européenne. Euh, voilà, ça pose question. Et puis par rapport à l'alimentation, vous pouvez le voir là, les Garanos, enfin je ne sais pas si vous remarquerez, mais ils sont un peu stock. Euh, et un peu musclés, ils sont jeunes ils ont 3 ans je crois, ou oui 2-3 ans et en fait l'éleveur que j'ai rencontré là, lui il a créé sa propre alimentation pour les Garanos, pour ces chevaux-là particulièrement. Il fait des courses d'attelage et ce qu'il veut, c'est leur fournir une alimentation qui les fasse grandir en taille, mais vraiment jusqu'à 1,50 m au garrot, et aussi les renforcer musculairement pour qu'ils puissent intégrer des concours de dressage plus facilement. Donc ça montre bien qu'il y a une remise en question des standards du studbook. Euh, voilà. Et puis, bon, bah, j'accélère un petit peu, mais c'est ma dernière partie. Donc là, voilà, je voudrais parler des relations interspécifiques au regard de ce que j'ai pu dire, et puis aussi de phénomènes d'identification euh, très importante qui passe du langage à plein d'autres choses. Donc vous voyez là, je parle de... En fait, pendant mes entretiens, je me suis rendu compte que quand je demandais à mes enquêtés de présenter les Garano et puis ensuite, un peu plus tard, de présenter les Mignoto, ils utilisaient les mêmes adjectifs pour se présenter. Selvagem, ça veut dire sauvage. Ce qui est quand même ben, voilà, assez parlant. C'est un processus d'identification qui structure à la fois la culture mignoto des campagnes, mais aussi entretient un imaginaire identitaire et culturel perçu comme en danger. Il y a aujourd'hui une tentative de restructuration de la culture mignoto à l'heure de la mondialisation et de la crainte de la dilution dans la nation portugaise. Enfin, la dilution nationale dans le monde et de la dilution du mignot dans le pays. Avec par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, une forte distinction avec les Portugais du Sud perçus comme fainéants, voire musulmans, et pas mal de comparaisons qui sont faites entre les Garanos et les Lusitaniens, par exemple, qui sont plus grands, plus gracieux, plus... Enfin voilà. Je dis très rapidement sur la phrase tirée de mon entretien que j'ai fait avec une biologiste qui a passé pas mal de temps pendant l'entretien à m'expliquer que c'était important de, de, de protéger la génétique des Garanos, parce que ce sont des animaux sauvages. Et puis elle finit à la fin sur Or as wild as it could be. Euh, donc en fait, il se situerait, c'est paradoxal en fait, c'est ambivalent même parce qu'il se situerait un peu au croisement entre un animal insaisissable et libre, mais en même temps un animal de travail et un animal assez personnifié finalement. Donc il est à la fois symbole de cette nature dite sauvage du mignot, tout en sachant qu'il y a des preuves innombrables archéologiques, historiques, que les humains ont eu un impact très important sur la géographie, la topographie des paysages depuis des milliers d'années. Et ça témoigne aussi de l'importance qu'a eu la domestication sur l'indépendance alimentaire de cette région.
montagneuse et assez isolée. Et enfin, voilà, je parle de la famille, enfin du fait que ce soit un peu une affaire de famille, parce que bon, je passe rapidement là-dessus, mais l'élevage de Garano est quelque chose, ou même l'équitation est quelque chose qui se transmet en fait, souvent, généralement, de père en fils. C'est quand même en Europe du Sud, en tout cas au Portugal, c'est sûr, c'est un milieu très masculin, contrairement à l'Europe du Nord où l'équitation est plutôt un milieu de femmes. Enfin, bon, c'est un peu cliché ce que je dis, mais en tout cas, bref, là au Portugal, je n'ai rencontré aucune éleveuse paysanne femme. Ce sont que des hommes. J'ai pas entendu de nom de femme. Euh, et d'ailleurs, pendant un entretien, il y a un enquêté pendant qu'on observait des chevaux, qui a euh, projeté sur le groupe qu'on observait ce que c'était pour lui que la famille idéale, c'est-à-dire euh, un étalon avec des juments, plusieurs, qui décident à différents niveaux hiérarchiques et qui avec un étalon qui protège. Donc bon, c'est un peu marrant de finir là-dessus. Et puis voilà, bah pour finir, on va partir un peu sur les perspectives, parce que mon terrain était malheureusement un petit peu trop court. Il y avait plein de choses à explorer, notamment le fait que j'aimerais mieux pratiquer le portugais pour ben voilà, hein, capter les subtilités du langage. J'aimerais bien aussi faire une observation plus précise de la sélectivité alimentaire des chevaux, même si j'ai pu observer quand même pas mal de choses qu'ils mangeaient, j'ai pas pu me focaliser exclusivement sur ça. Voilà pour poursuivre le projet cheval automédique et ajouter des données à notre recherche. J'aimerais bien pourquoi pas faire une comparaison de leur méthode d'élevage avec celle des Lusitanos plus au sud. Et puis enfin, pourquoi pas, j'ai pas pu le faire malheureusement parce que c'était trop tard dans l'année, mais j'aurais aimé observer une capture de Garano annuelle qui est faite, alors pas du tout ritualisée comme en tout cas, pas autant ritualisé qu'en Espagne, mais où en fait ils sont marqués, les poulains sont marqués, et puis en plus ils sont vermifugés, donc ça ferait un petit peu un lien avec le projet sur l'automédication des chevaux. Et puis voilà, pourquoi pas poursuivre. Enfin, on va voir comment les choses se passent, mais voilà, c'est à peu près les données que j'ai réussi à collecter, donc je vous remercie. Ça a été un petit peu long. Mais j'étais passionnée par ce que je vous racontais. Et puis, je vous joins là une microscopique bibliographie non exhaustive. Voilà. Alors, merci beaucoup, Iris, pour ce passionnant exposé. Euh, la vidéo, elle va être mise en ligne sur YouTube. Est-ce que tu veux qu'on continue l'enregistrement sur les échanges ou est-ce que tu préfères que les échanges restent privés? Non, non, ça va, on peut très bien garder les enregistrements. Ok, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, j'avoue que moi, j'en ai plein. Euh, bon, je me lance et puis on fera tourner la parole. Ouais, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Je connaissais pas du tout ces chevaux-là. Moi je travaille sur les équidés de travail en France, donc chevaux de trait, chevaux de territoire, ânes et mules. Et j'ai trouvé que ce que tu expliquais était très similaire aux histoires en fait des chevaux, enfin des équidés de travail et plus particulièrement des chevaux de territoire. Donc moi j'ai ethnographié des mérins qui vivent on va dire, semi-liberté en Ariège. Et en fait, il y a des points communs avec pratiquement tous les points que tu soulèves. Et je pense que c'est le cas aussi de la plupart des autres races de chevaux de territoire en France, et peut-être particulièrement des chevaux de montagne. Euh, ouais, du coup, je serais intéressée si à l'avenir tu fais des comparaisons ou si tu lis aussi la littérature sur ces chevaux de territoire, je serais intéressée qu'on en discute. Mais plus précisément, déjà, je me demandais combien il y a de chevaux Garanos au Portugal ou en tout cas dans cette région. Euh, Ouais, il y en a à peu près 1600, ok, ce qui est très peu par rapport aux années 1940 où ils étaient à peu près 40 000. Euh, d'accord, ouais. Ils sont 1600 avec, euh,
à peu près 250 mâles reproducteurs. Ok, ok, d'accord. Et alors, du coup, je me demandais un peu comment se passait l'élevage, parce que tu disais donc il y avait de l'élevage en semi-liberté. Et ouais, donc je me demandais s'il y avait du contrôle. Bah, déjà, est-ce que ça fonctionne comme en France? Est-ce qu'il y a une approbation pour les étalons? Comment se passe la reproduction? Est-ce qu'il y a aussi du débourrage et de la vente de ces animaux, vu que tu parles aussi de centre équestre? Ouais, comment ça se passe? Euh, Je te balance peut-être toutes mes questions d'un coup et puis je te laisserai faire le tri. Donc ouais, ouais, voilà, je me posais la question de l'élevage. La question de la transhumance aussi, tu as dit qu'il y avait un peu de transhumance. Je me demandais entre quelle zone, si c'était toujours de la transhumance à cheval et qui bougeait tout le troupeau, ou est-ce qu'on est sur des transhumances en camion et qu'il n'y a pas une culture de la transhumance. Et aussi sur la génétique, tu disais que la génétique, elle a peu évolué depuis 5000 ans. Et je me demandais qui disait ça. Si c'était les éleveurs ou propriétaires, ou si c'est des papiers scientifiques qui ont retracé cette génétique, notamment parce que je vois dans mes propres travaux l'argument de il n'y a pas eu d'évolution génétique, alors moi, sur les 7 races que j'ai enquêtées, les 7 me disent que c'est le cheval préhistorique. Mais bon, j'ai des chevaux qui viennent du nord comme du sud, c'est drôle. des chevaux de trait, des mules, bon, vraiment, tout le monde a le cheval préhistorique. Ok. Du coup, j'étais euh, amusée de voir que c'est un argument qui revient même par-delà les frontières. Mhm. Et dernièrement, ma dernière question, c'était sur les controverses autour de son utilisation dans le dressage. J'aurais été curieuse que tu reviennes un peu plus en détail là-dessus. Et Ok. notamment parce que ça me faisait penser aux controverses sur les mérins, donc qui ont été affinés, allégés pour faire de l'équitation classique. Et aujourd'hui, il y a des controverses entre ces mérins très fins et les mérins rustiques qui vivent encore en montagne. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Ah bah, c'est super cool que tu poses ces questions-là parce que c'est des trucs que j'aurais bien aimé développer pendant la présentation. Alors, sur l'élevage, c'est assez particulier parce que du coup, comme je l'ai dit, bon, ils sont en semi-liberté, donc en fait quasiment en liberté, comme ils sont pas entravés dans leurs déplacements. Il y en a certains qui ont des colliers GPS, enfin des trackers GPS pour pouvoir suivre le groupe, mais en fait globalement ils sont très peu, ils sont assez peu suivis quoi. Euh, ce qui se passe, alors pour le débourrage, ils les débourrent pas. Enfin, c'est ceux qui les achètent qui les débourrent. Donc ça, j'ai pas pu l'observer. Généralement, avec la question du stud book, c'est qu'ils sont marqués quand ils ont. En fait, ils ont. Je vais faire un dessin. On leur inscrit sur la cuisse un, un truc au fer-bouche, quoi. Et je sais pas si vous pouvez voir, c'est un G avec une petite maison, avec une croix par-dessus. Euh, et ça, ils le font quand ils ont 3 ans à peu près. Voilà, c'est aussi enfin, je pense, un espèce de rituel symbolique pour montrer qu'ils ont survécu aux attaques de loups. Et puis voilà, évidemment pour les reconnaître et pour prouver qu'ils appartiennent bien, qu'ils sont reconnus par l'association des éleveurs comme appartenant bien à la race. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, ils se nourrissent de façon autonome. Pour les reproductions, alors ça, en tout cas de moi, ce que j'ai pu observer, c'est que mais en fait, ils se reproduisent de façon autonome, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est des groupes avec un étalon. Alors voilà, en fait, toute la question. Non, mais ça, c'est un sujet de dingue parce qu'en fait, il y a
Bah, en fait, on a observé surtout à Castro Laboreiro, la photo là où vous voyez cet homme qui touche un cheval qui n'est pas un Garano, ou c'est à Castro Laboreiro. Enfin, ils ont quand même vraiment un fonctionnement de chevaux sauvages, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de mâles, enfin des talons célibataires, voilà, donc il y a des espèces de rivalités entre les étalons, voilà, ça c'est pas du tout contrôlé par des éleveurs. Et donc c'est un peu, ça c'est un peu le point, c'est un truc que j'aurais bien aimé un peu plus pouvoir observer et que j'aimerais bien d'ailleurs développer pendant ma recherche, c'est comprendre bah, comment les éleveurs font avec ces groupes-là. Qui n'ont pas trop été nommés pendant les entretiens, mais que j'ai pu voir. Et donc pour les reproductions, voilà, c'est comme c'est des groupes avec généralement un étalon, peut-être des jeunes mâles, mais qui sont sur le point d'être éjectés, et plusieurs juments, et ils se reproduisent comme ça. Et puis ensuite, les poulains finissent par être marqués quand ils deviennent jeunes, enfin quand ils sont un peu plus grands. Euh, et ensuite, la séparation des juvéniles est quand même observée, un peu encadrée par les éleveurs. Voilà. Euh, c'est à peu près ce que je veux dire. Ce que je peux dire, et si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me redemander. Sur la transhumance. Alors non, la transhumance, c'est parce que les montagnes de Peneda Gerês sont vraiment des zones d'élevage importantes et pas que de chevaux. Évidemment, il y a aussi beaucoup de bovins et de moutons et de chèvres. Et donc, c'est généralement la transhumance des vaches qui est ritualisée. Euh, et que c'est dommage, j'ai pas mis une photo là, mais j'ai des photos. Et là, dans ces cas-là, c'est drôle en fait parce que il y a pas trop de système un peu proche des cow-boys en fait. Non, ils sont à pied et ils ont en tout cas, ils ont peu de chiens par rapport à ce que j'aurais pu imaginer. Et donc les Garanos que j'ai pu observer pendant la fête de la transhumance, c'était un Garano qui tirait une charrette avec un vieux monsieur dessus et qui avait des bouquets énormes de genêts, parce que c'était la floraison des genêts. Mais sinon, à part ça, ils sont pas trop intégrés à ces rituels-là. Enfin, c'est plutôt vraiment autour des vaches qui financent mieux les éleveurs finalement que les Garanos. Enfin, parce que j'ai pas parlé de la politique agricole commune, de comment les éleveurs sont financés, pourquoi tout ça, ça a été mis en place, mais c'est encore tout un truc assez complexe et intéressant. Sur la génétique, bon, alors c'est super drôle ce que tu as dit parce que oui, effectivement, tout le monde me dit que c'est un cheval préhistorique. Moi, je l'ai lu. Alors, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a déclaré pendant les entretiens, ça c'est évident. Mais c'est aussi ce que j'ai pu lire. Là, je l'ai mis, là, le livre Leitoras Interdisciplinares. Donc, c'est aussi dans la littérature scientifique qu'ils appartiennent à une branche de poneys celtiques, cousins des potocs basques ou bah, même des poneys islandais. Et que donc voilà, leur génétique a été peu modifiée et personne ne remet ça en question, même si tout le monde reconnaît que ils ont vraiment une réelle collaboration avec les humains depuis bah, des millénaires, quoi, qui sont complètement intégrés à l'histoire de la région. Euh, et les controverses dans le dressage, c'est super intéressant parce que en fait, il y a ceux d'un côté, voilà, qui disent que les Garanos ont absolument besoin d'une fonction si on veut que cette race survive, et qui disent que voilà, ce qui marche vraiment bien, c'est les concours, le dressage, c'est ça qui intéresse les gens.
et que ça rapporte de l'argent. Et donc qui disent que les Garanos sont tout à fait capables de faire aussi du dressage. Je parle spécifiquement du dressage. Et de l'autre côté, j'ai quelques personnes moins nombreuses, généralement des personnes enfin, dans mes entretiens, plus isolées socialement, qui ont un mode de vie un peu plus marginal, disons, qui eux m'expliquaient que les Garanos ont de réelles capacités, par exemple ben, pour la course d'attelage, par exemple, mais que pour le dressage, c'était pas du tout une bonne idée de le faire parce que il est trop petit, trop trapu, trop disgracieux pour faire ça et qu'en fait il ne pourra jamais être à la enfin, en fait, qu'il est ridicule à côté d'un Lusitanien qui fait du dressage. Et que donc c'est le déshonorer que de vouloir l'intégrer à ça, alors qu'on pourrait plutôt l'intégrer dans d'autres méthodes, enfin d'autres pratiques de concours, quoi. Mais que le dressage ne leur convient pas à cause de leur taille. Et c'est pour ça, justement, qu'un éleveur voulait littéralement les faire vraiment grandir, quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Est-ce que je peux Ouais, intervenir merci, ou merci quelqu'un beaucoup. souhaite le faire maintenant? Bernadette, on n'a pas entendu le début de ta phrase. Est-ce que je peux intervenir ou d'autres préfèrent le faire tout de suite? Oui, oui, bien sûr. Donc j'y vais. Alors oui, c'est absolument passionnant. Euh, alors plein de choses, mais je vais faire bref, y compris en poursuivant sur les pistes ouvertes avec Angèle. Alors premièrement, je voulais souligner à quel point votre exposé est en phase avec ce s'est esquissé lors de la journée d'études au muséum en avril dernier, et notamment avec l'idée d'organiser une comparaison avec des systèmes d'élevage, élevage entre guillemets, hein, parce qu'on est dans les confins de l'élevage en ce qui concerne la définition, les définitions. Et dans des zones qui ont quelque chose en commun, c'est-à-dire le caractère montagnard, comme Angèle l'a souligné, mais aussi des confins de pays d'Europe. Et là, il y a une piste vraiment très intéressante pour déployer la recherche. Alors, en ce qui me concerne, j'ai suivi de près la question des potiocs. J'ai couru dans la montagne basque avec les éleveurs et notamment les veilles de foire. Alors ça, c'est un aspect vraiment très important, très intéressant, notamment pour contextualiser et décortiquer ce discours sur l'origine des races. Alors, aucune des races de chevaux, qu'il s'agisse des chevaux de trait, alors les chevaux de trait ont beaucoup fourni, ça s'inscrit beaucoup dans un passé beaucoup moins lointain, mais la présence de chevaux percherons dans les guerres napoléoniennes, par exemple, toutes les races ont un discours des origines, une espèce de mythologie de la race qui la renvoie dans un passé lointain et donc qui la légitime. Rien que cet aspect des choses, ce serait absolument passionnant de comparer d'une race à l'autre. Et alors ce discours s'est constitué, à mon avis, au moment de la reconnaissance officielle de la race. Ça va de pair. Mm. Mhm. Et donc, toutes les pistes que vous avez ouvertes d'une manière très efficace, mais qui méritent, il y a une très grande richesse dans tout ça, un très grand potentiel, et euh, notamment la génétique. Alors une première question qui prolonge celle d'Angèle, est-ce que des généticiens dans le courant des recherches, notamment d'Orlando, qui sont extrêmement innovantes, hein, sur
et qui remettent complètement en question le statut du cheval de Przewalski. Toutes les histoires qui étaient construites jusqu'alors ont volé en éclats avec ses propres recherches et celles de son équipe mise en réseau à l'échelle internationale. Est-ce que le matériel génétique de ce poney a été étudié par les généticiens? Tant que ça n'aura pas été fait, on ne pourra pas avancer sur ce terrain-là et ça ne sont que des histoires très passionnantes d'un point de vue anthropologique, mais des histoires produites par les éleveurs. Alors, je voulais quand même continuer sur le pot de choc. Alors, je pourrais vous faire vous adresser deux articles que j'ai écrits dans l'ancien temps. L'ancien temps, c'est-à-dire le moment qui a été très violent en ce qui concerne le monde basque, de la reconnaissance des éleveurs, qui était en fait une délégitimation du système d'élevage traditionnel par les haras nationaux. Moi, je me souviens un moment d'enquête, de discussion avec le directeur du haras de Tarbes qui me dit, je cite ces mots, les Basques, c'est Cro-Magnon. Alors vous me direz, c'est intéressant parce que ça revient, mais c'est raciste, hein, mais ça rejoint beaucoup d'éléments structurants de la représentation de cet animal que vous nous avez présenté aujourd'hui, au plus près des humains qui le produisent de la manière singulière que vous avez exposée. Et donc, le moment en France, alors ça implique de contextualiser l'histoire du cheval comme animal politique dans les différents pays européens et de les contraster. Mais en tout cas, en ce qui concerne le potioc, dans les années 70, précisément, comme le Mérins, ça a été d'une violence inouïe sur le terrain, avec une fracture et une délégitimation, encore une fois, entre le système d'élevage. Alors là, vraiment, les Basques ont un mot pour résumer tout ça. En tout cas, ils l'avaient. Ce serait vraiment intéressant d'actualiser tout ça. Le maître mot, d'ailleurs, j'ai repris ça dans un des deux articles dont je vous parle, c'est la montagne qui le donne. Le Potioc, c'est la montagne qui le donne. C'est un énoncé d'une densité, mais extraordinaire. Et avec une sauvagerie qui est totalement construite pour sans arrêt reléguer le Potioc dans son territoire à lui, d'élevage extensif, intensif, je dirais, c'est-à-dire il ne doit pas descendre, il ne doit pas empiéter dans le domaine des pâturages. Son domaine, c'est ce que les Basques appellent la montagne. La montagne, c'est-à-dire, c'est le système des landes qui sont un univers à la fois agricole, entre guillemets, mais aussi végétal, complètement construit. Et alors, autre chose très intéressante, évidemment, le territoire des Potioc, tel que construit par les éleveurs, il est frontalier. Il Hmm. est franco-espagnol et dans la basquitude. Euh, le monde du Potioc, c'est le monde de la contrebande, c'est-à-dire ce qui échappe aux États centralisés, notamment en France. Et comme par hasard, le Potioc, alors tout ça, je pense que ça va directement Bon, moi j'ai fait du terrain dans le monde maquignon, hein, jusqu'à un livre récent, mais j'avais déjà commencé à l'époque parce que euh, euh, une des manières de comprendre le système d'élevage, euh, c'était par le commerce, les foires, les grandes foires, et lié à une libre circulation à la fois bien concrète avec des enjeux matériels. Vous n'avez pas parlé d'argent, c'est très très important, ni de commercialisation aux différentes échelles. Et, mais tout ça, encore une fois, c'est du grand potentiel pour vous.
Et les foires sont un système clé. On a toujours envoyé les potiocs au loin et notamment dans les mines en France. Alors, moi, je suis presque sûre que je ne sais pas quel est le système minier au Portugal, mais en tout cas, je suis presque sûre que votre poney, il a été aussi expédié en complémentarité des autres chevaux dans le système de taille des différents boyaux de la mine. Dernière remarque, et puis j'arrête. Et je vais vraiment, on dialogue quand vous voulez. Et je vais vous envoyer ces articles. Je vais d'abord les scanner parce que c'était la préhistoire, hein, c'était avant l'informatique. Et dernier point, deux derniers points. Moi, je parlais de système ethno-écologique parce que j'appartiens à la même école, au Muséum de l'ethnoécologie et des ethnosciences que Florence Brunois, que je connaissais très bien. J'ignorais son décès d'ailleurs. Et donc, je parlais d'ethno-écosystème avec le potioc. Mhm. Et dernier point, très spécifique au Pays Basque, vous savez peut-être que c'est un système de maison, hein, euh, institution sociale très singulière. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure ça se retrouve chez vous. Je crois pas. Enfin, il y a la Galice quand même. Bon. Euh, le potioc est le fait des cadets qui donc n'ont pas accès à la maison et doivent partir. Et le potioc, c'est leur lien familial ancestral, leur droit à la montagne. Mhm. Donc, singularité de cet animal qui est totalement socialisé dans le système de représentation et les rapports sociaux et que l'on produit sauvage. Mais encore une fois, lui, votre poney, le Baracan, le Vercors, récemment le Castillan, tout ça est très, ça fait système, quoi. Donc, vraiment, bravo pour votre travail et bonne suite. Merci. Pour répondre à votre question sur la génétique, alors oui, il y a une partie du matériel génétique qui a été étudiée, mais je ne sais pas à quelle échelle d'importance. Euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut retracer, enfin, notamment avec les passeports de chacun, leur généalogie, mais alors je ne sais pas jusqu'à quel niveau. J'imagine que ça s'arrête aux années 90, mais alors franchement, je sais pas. J'aurais dû me pencher un petit peu plus là-dessus. On peut pas Euh, tout faire, hein. On peut pas tout faire dans un mémoire de master. c'est pour ça, il faut continuer. Ah bah oui. Mais en tout cas, là, dans ce livre de lecture interdisciplinaire, alors bon, c'est un peu, enfin, c'est pas en français quoi. Donc après, bon, le portugais lu, ça se comprend à peu près. Il faut faire un peu d'effort, mais ça se comprend. Je sais qu'il y a eu du travail génétique qui a été fait là-dessus, notamment. Enfin voilà, ce que je sais, en tout cas ce dont je me souviens bien, c'est qu'ils ont, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, de très fortes correspondances génétiques avec les Equus, Cabalus, Celticus, qui sont vraiment leurs cousins très proches. Euh, et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. J'ai pas creusé plus, Faut mais fréquenter la littérature d'Orlando, hein, ouais. parce que c'est vraiment la référence aujourd'hui et il a accumulé avec son immense équipe et son programme financé par l'Europe, là, il a accumulé des résultats à très très grande échelle. C'est un des aspects vraiment vraiment intéressants pour vous. Eh ben, je vais clairement me pencher là-dessus. Merci pour ces Quand, recommandations. Vous quand je trouverez pourrais, un j'aurais des article choses de à ça. ajouter à ce sujet. Pardon. Pardon, j'ai pas bien entendu. Quand je pourrais, j'aurais des choses à ajouter à ce sujet. Je voulais pas vous couper, mais voilà, vous laisse, Ok, je te laisse continuer sur les réponses.
Mais non, mais après, sinon, je crois pas, Madame disait que vous ayez posé plus de questions. Je peux, Non, il y mais a sur les... attendez, attendez. Bernadette, le Peut-être ton micro est micro, il est coupé. coupé. Ah, pardon. On peut arrêter. On peut arrêter pour laisser la parole à d'autres. Hein? On pourra dialoguer, prolonger quand vous voulez et je suggère de prendre. Très bien. Ok. Si je peux intervenir. Ouais. Donc déjà, je suis super contente de voir un travail dans la même, enfin voilà, dans le sujet qui est le mien également et qui ajoute encore de l'eau au moulin. Là, c'est vraiment super. Notamment aussi, enfin le fait que ce soit un sujet qui soit comme ça abordé par le biais des sciences humaines, parce qu'au Portugal, il y a quand même, il faut le dire, ouais, le cheval est peu sujet d'exploration dans les sciences humaines et c'est un peu dommage parce qu'en effet, il y a énormément de matière. Euh, mais j'aurais vraiment plein de questions et surtout plein d'échanges à faire avec toi, parce que avec toi, Iris, parce qu'il y a, alors déjà oui, j'ai deviné aussi certaines personnes que tu as pu, avec qui tu as pu t'entretenir, qui m'apparaissaient là au long de ta présentation. Je voulais juste, enfin, je voulais d'abord avant tout rajouter ce truc sur ces questions génétiques. Moi, je suis tombée très récemment sur un article très très récent, une étude très très récente qui fait là clairement apparaître de manière avec des sources archéologiques et c'est une équipe qui est en lien avec l'équipe de Orlando euh, qui a fait apparaître, je crois que c'était cette année, il faut que je retrouve l'article de manière précise, mais c'est paru cette année ou l'année dernière, et qui fait clairement apparaître que sur toute la péninsule ibérique, un, il y a eu deux lignées importantes de chevaux qui sont les chevaux sauvages, clairement sauvages, et ensuite l'importation d'une lignée domestique et les deux ont cohabité pendant longtemps. Et d'ailleurs, il y a des auteurs de l'Antiquité comme Pline l'Ancien, Daron, Strabon qui enfin, il y a toute une littérature qui fait référence aux chevaux sauvages des contrées ibériques, des contrées les plus éloignées, Finistère, Portugal actuel en fait. Donc il y a eu vraiment forcément, oui, des mélanges sur les deux. Après, la lignée vraiment sauvage s'est éteinte, mais elle s'est aussi mélangée avec la lignée domestique à certains moments. Euh, et actuellement, les recherches génétiques étant vraiment beaucoup plus encadrées sur les chevaux actuels, sur les chevaux lusitaniens, c'est vrai que les matériaux pour les Garanous, c'est un peu nébuleux de trouver des choses réellement. Enfin, je pense que cette étude vient clairement poser ouais, des limites aussi au fantasme de. Mais bon, qui est tout aussi intéressant, justement, qui est super intéressant à explorer dans une étude ethnographique et anthropologique. Aussi, je voulais faire part d'un film qui a été fait, moi, auquel j'ai participé un petit peu pour la mise en place. C'est un film qui a été fait par un cinéaste portugais et qui a travaillé avec un anthropologue et qui a travaillé sur les questions de relation entre le Garano, le loup et l'humain sur les territoires du Nord. Donc, c'est vraiment, il s'appelle Miguel Figueras. Il a sorti son film l'année dernière, il l'a projeté en avant-première à Arcos de Valvech. Et là, il doit normalement après être diffusé plutôt à travers les festivals. Mais je peux te donner son contact si ça Carrément. t'intéresse de discuter avec lui. Voilà.
Donc, et oui, vraiment, j'ai beaucoup apprécié les axes que tu proposes sont en effet très intéressants et encore beaucoup inexplorés. Moi, j'explore beaucoup de choses dans ma thèse et en comparaison avec le cheval lusitanien. Mais oui, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc j'ai une question là tout de suite. C'est donc les Garano que tu as étudiés plutôt en observation éthologique. Tu disais ils font partie d'un groupe qui est géré par l'ICNF du parc de Girèche. Donc ils n'ont pas d'éleveurs d'éleveurs particuliers distincts. C'est Ouais. vraiment d'accord. Parce qu'il y a aussi, et tu as pas vu trop de groupes après avec des éleveurs particuliers ou si aussi. Alors, je suis un peu partie avec mon sac, mes bottes et mes jumelles, et j'avoue que j'ai fait ça un peu solo dans mon coin. Donc, D'accord. je suis allée comme toi, je crois. J'ai vu que tu es allée à la Serra d'Arga. Donc, J'étais principalement là, ouais. ouais, bah c'est ça. Mais j'y suis pas allée avec les éleveurs, quoi. Je suis vraiment D'accord. partie toute seule. Donc ça, c'est plus proche de la côte. Euh, Ouais. Et après, sinon, là, dans un autre contexte, je suis partie surtout à Castro Laboreiro, donc dans le coin le plus reculé, enfin un des plus reculés. Et là, pareil, j'étais solo, quoi. Donc, D'accord. il y a quelqu'un qui m'a accompagnée, Ouais. mais qui n'était pas le propriétaire de ces chevaux-là. D'accord. Ouais, Enfin, ouais. c'est toute une histoire un peu compliquée qui est très sympa, mais Ouais. c'était pas des chevaux qui lui appartenaient. Mm. Ok, parce que là aussi, il y a tout un sujet d'exploration anthropologique, c'est que quand il y a plusieurs propriétaires et il y a vraiment il y a des vols de chevaux entre eux. Et là, je pense que ça amène à des aspects encore, des questionnements qui amènent encore d'autres problématiques et qui sont intéressants à observer. Mais ouais. Et ton principal interlocuteur, tu en as un principal interlocuteur comme l'association des Garanous ou pas, ASERG ou... Oui, alors oui, oui, j'ai pas mal parlé avec la Sergue, et puis j'ai aussi parlé avec enfin bon, pour l'anonymat et tout, je vais pas dire son nom, mais peut-être que tu le connais déjà, Ouais. un guide On touristique. pourra en parler une autre fois. Ouais. Ouais, sans plus. Et puis aussi, voilà, c'est ça sur quoi j'ai pas trop eu le temps de revenir. J'ai aussi fait une observation participante auprès des rangers du parc national, donc ils Ouais, travaillent pour l'Institut de conservation de la nature et de la forêt, et c'est via eux que là, voilà, c'est là que j'ai rencontré un éleveur qui était avec vraiment, où je l'ai vu interagir avec ses poneys, parce que eh ben, il a appelé, c'était assez dingue, enfin c'est la photo que j'ai prise d'ailleurs, qui a appelé les rangers parce que il a retrouvé des restes de poulains, quoi, tués par un loup, et donc il a appelé les rangers pour qu'ils constatent que c'était bel et bien une attaque de loup et pas de chien, et donc là on est allé le voir, on est allé le retrouver, et puis on a trouvé son groupe, il nous les a présentés, et puis après on est allé voir les poulains, et du coup j'ai pu faire aussi une observation des gestes, de comment quel est le rapport à la mort de ces, en plus, bébés, quoi, enfin ils sont tout petits, c'était un peu tragique. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai pu observer, mais c'était vraiment dans un contexte très particulier, et c'était pour appuyer le fait que j'ai pas mal été en lien avec les institutions locales, avec qui notamment ça a été super compliqué de mener des entretiens qui étaient plus fermés que les particuliers, quoi. ouais, d'accord. Ouais, je pas trop de surprises là-dessus. Et j'avais autre chose qui m'était venue, mais là, ça m'est sorti tout de suite de la tête. Bon, mais je pense on aurait beaucoup si tu es d'accord, pour qu'on échange à un autre moment, parce je pense qu'il y aurait pas mal de choses. Enfin, je pourrais aussi t'orienter sur d'autres aspects et des gens à contacter ou des références que j'ai rencontrées dans mon travail et qui pourraient t'intéresser.
Carrément, avec plaisir, merci. Je veux bien prendre la parole si éventuellement personne ne veut redire quelque chose. Alors déjà, bon, merci beaucoup pour ton travail, c'était hyper intéressant, c'était vraiment, vraiment super. Un grand plaisir en tout cas de t'écouter. Ça se voit que tu es vraiment passionné par ton sujet. Donc ça, c'était vraiment hyper sympa à écouter. J'ai quelques, enfin c'est moins des questions parce qu'en fait au final toutes les questions que j'avais ont déjà été, enfin t'as déjà plus ou moins répondu, donc je vais pas te demander de répéter, mais j'avais surtout deux, trois remarques, enfin remarques, interrogations, etc. Déjà, bon, je rejoins tout le monde sur le fait d'aller voir les travaux de Ludovic Orlando. Ça, c'est, enfin, vraiment, et puis c'est génial à lire. Enfin, c'est vraiment bien écrit et tout. C'est super agréable. Je voulais juste revenir sur deux points qui m'ont fait penser à mes propres recherches. Donc moi, je suis pas du tout en anthropologie ou quoi, je suis dans l'histoire, donc c'est des choses. Enfin voilà, j'ai aussi travaillé sur des races, enfin surtout la race Lorraine pour mon mémoire. Donc on était vraiment en France. Mais il y a deux, trois choses auxquelles tu faisais référence qui m'ont fait justement penser à ce que moi j'ai pu observer. En Lorraine. Notamment là, quand tu as montré le petit dessin avec le marquage qu'ils font au fer rouge, il me semble donc qu'il y avait une croix. Mhm. Et encore au 19e siècle, même début, enfin début même du 20e siècle, j'avais eu des témoignages de vétérinaires qui disaient qu'ils avaient retrouvé sur les poulains qui venaient de naître dans une région particulière en Lorraine, on avait pour tradition de de dessiner des espèces de croix un peu comme tu nous as dessiné, à peu près le même motif. C'était censé être quelque chose qui protège le poulain qui vient de naître et qui justement éloigne, on va dire, le mauvais sort et tout ça. Et donc ça m'a vraiment fait penser à ça parce que enfin, je trouvais que c'était dans la même dynamique et à peu près le même graphisme. Donc bon, je pense pas que ça peut t'apporter grand-chose, mais c'était juste pour le point de comparaison. Et la deuxième chose, à un moment, tu as parlé de la question de la généalogie et de remonter avec les passeports. Euh, je pense sincèrement, selon la qualité des archives et tout ça, mais ça pourrait peut-être valoir le coup, pour le coup, de se rapprocher des historiens qui ont travaillé sur le Portugal. Je sais pas du tout la situation, enfin, de l'histoire par les Portugais. Enfin, je sais pas du tout, mais voir s'il y a des personnes au Portugal qui ont travaillé sur ces questions-là, ou des Français ou autres nationalités qui ont travaillé aussi sur ces questions-là. Parce que pour le coup, je sais que l'Europe du Sud était plutôt bien conservée au niveau des passeports. Et donc, tu aurais possibilité, je pense franchement, de remonter bien plus loin que ce que tu penses. Donc, ça pourrait être une piste qui pourrait être assez intéressante. Voir s'il y a des ancêtres communs, ce genre de choses. Et du coup, c'est juste une suggestion. Je t'enverrai, parce que du coup, j'ai ton mail, enfin, j'ai ton mail via l'association, mais je t'enverrai un article qui est sorti là hier, donc c'est vraiment ultra récent, qui est fait par un doctorant en histoire qui est portugais, justement. Et qui a travaillé sur les contes du roi de Portugal de je ne sais plus quelle année. Et ce serait intéressant de voir si lui, au niveau des choses qu'il a pu observer là-dedans, enfin sur le compte des écuries, pardon, je voulais te préciser, sur le compte des écuries du roi de Portugal, voir si éventuellement il y a des choses qu'il a pu trouver qui pourraient être en lien, toi, avec, enfin voilà, avec des choses qui t'intéressent. Tout simplement parce qu'en fait, il a fait une approche prosopographique, donc une approche de carte d'identité, du fait de décliner, entre guillemets, l'identité de chaque cheval qu'il rencontrait dans les archives. Et des fois, il y avait, de ce que je me souviens, des caractéristiques assez proches au final de ce que toi tu donnes pour les poneys sur lesquels tu as travaillé. Donc ça pourrait être intéressant de voir s'il y a des choses qui peuvent remonter plus loin s'il y avait, enfin, s'il y avait déjà des choses qui pouvaient exister. Donc, je t'enverrai l'article et qui même peut t'orienter, enfin, peut t'aiguiller aussi, te donner un petit peu de contexte sur l'élevage du cheval, sur ta région, à des époques un petit peu plus reculées. Voilà. Mais sinon, j'ai rien. Enfin, voilà, c'est plus des suggestions, mais je t'enverrai ça. En tout cas, la question aussi du dressage, elle était hyper intéressante. Je suis cavalière de dressage, donc ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit aussi pour d'autres races euh, et où des fois ça pose problème parce que soit les poneys sont pas trop acceptés, sont mal jugés dans les compétitions, soit à l'inverse, on va essayer de modifier le poney et du coup il va perdre toutes ses caractéristiques
principal. Donc c'est vraiment, enfin, ce sont des choses qui sont hyper intéressantes parce que ça s'inscrit à la fois dans une approche de l'étude de l'animal, mais aussi d'une étude un petit peu plus générale, un petit peu plus sociale. Et franchement, c'était vraiment passionnant de t'écouter. Donc voilà, j'espère que tu continueras peut-être en thèse enfin en tout cas que tu vas bien continuer tes recherches parce qu'en tout cas c'est passionnant. Voilà. Bah, trop cool, merci beaucoup. Pour revenir rapidement sur les croix, parce que c'est intéressant ce que tu m'as dit. Euh, bon, Barbara, tu me corriges si je me trompe, mais moi, ce que j'avais compris du dessin là, que j'ai fait là, de la petite maison, et en fait, c'est moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça représente, ils ont dans cette région spécifiquement, qui d'ailleurs traverse la frontière évidemment, ils ont des espèces de greniers à maïs qui, au début, quand je suis arrivée, moi je croyais que c'était des monuments funéraires qu'il y avait dans tous les jardins. C'est assez terrifiant. En plus, c'est en pierre de granit super grise et tout. Enfin bref, et en fait, non, c'est des greniers à maïs qui sont surélevés et qui ont des planches de bois avec des petits trous comme ça pour aérer, pour permettre au maïs ben voilà, de sécher et de résister à l'humidité de l'hiver. Et apparemment, c'est marquages qui font sur les Garanos. Ah oui, et donc ces greniers ont une croix sur le dessus. Bon, pas hyper étonnant. Et donc, ces dessins, enfin, ces marquages qui font sur la peau des Garanos est censé représenter cet objet architectural ultra typique de la région et traditionnel. Donc voilà, ça s'inscrit aussi dans la question culturelle que j'ai essayé de soulever pendant l'écriture de ce mémoire. Euh, et oui, je serais super intéressée que vous m'envoyiez tous les articles dont vous m'avez parlé, parce que j'en suis preneuse. Euh, euh, je peux reprendre un tout petit peu la parole. Tout le monde a... Alors déjà, moi, je voulais vraiment... je me réjouis du fonctionnement de cette association Cheval et SHS. Je trouve ça extrêmement utile et par ailleurs agréable, hein, et important pour les jeunes chercheurs que vous êtes de mettre en commun vos terrains, vos recherches au stade où elles sont. C'est vraiment, c'est pas évident de faire fonctionner une association comme celle-là et c'est très très important. Euh, et puis vous dire que je ne sais pas si vous connaissez le groupe qui s'est constitué suite à la demande du ministère de la Culture il y a une dizaine d'années de se lancer dans un travail de caractérisation des patrimoines du cheval euh, et qui organise tous les ans un colloque. Et en vous écoutant les unes et les autres, puisque Maurice n'a pas l'air d'être vraiment là, restons au féminin pour une fois. Et, euh, et donc, il y a des recoupements très très forts avec le thème et la construction de ce colloque. Quand le programme sera établi, je l'enverrai à l'association, à la cantonade. D'ores et déjà, Angèle et Maurice vont y participer. La thématique, c'est tout au pluriel, hein. Race, territoire, patrimoine. Et il y a toute une... enfin, les races de montagne et les cultures particulières qui les ont, qui vont de pair, on peut dire, dans l'histoire souvent, sont très présentes. Alors, votre exposé aurait absolument toute sa place. On laisse ouvert parce que le programme n'est pas complètement établi, mais en tout cas, on est en phase et je pense que la pratique est enregistrée. Donc, il y aura des liens et puis on pourra faire le lien par l'association
On pourra faire un compte-rendu avec Angèle et Maurice et donc faire vivre ces liens dans tous les sens et notamment aussi avec le réseau associatif qui est extrêmement actif en France, mais aussi à l'échelle européenne autour de l'attraction animale et au sens large et dans la diversité des espèces. Donc voilà, la vie est belle. Oui, quand même, je résiste pas. Un dernier point très important, il me semble, avec pour comprendre et bien contextualiser ces systèmes d'élevage singuliers, mais avec des traits communs à travers l'Europe montagneuse, c'est le statut foncier des espaces sur lesquels les animaux tirent leur subsistance. Mhm. Au Pays Basque, c'est totalement la montagne. La montagne, c'est du collectif. Et du collectif qui passe outre la frontière, qui n'a pas de sens pour ni pour les éleveurs, ni a fortiori les éleveurs, entre guillemets, ni a fortiori les animaux. Mhm. Et puis par ailleurs, le- l'impact des mouvements hyper protecteurs de l'animal aujourd'hui par rapport au système d'élevage. Et notamment en hiver, quand l'alimentation commence à être difficile et elle repose beaucoup sur les agents en hiver pour les pots de choc et c'est une composante. Et dernier point, je ne sais pas si vous connaissez les recherches de Sophie Bobet sur le, la, la réapparition du loup et les problèmes que cette réapparition pose pour les systèmes d'élevage de montagne à travers l'Europe, qui, euh, qui est partie prenante de votre sujet, comme vous l'avez exposé, quoi. Je connaissais pas, mais je vais totalement me plonger dedans parce que c'est un sujet qui me passionne aussi. Et, Oui, c'était, enfin voilà, j'ai pas pu établir une réelle comparaison dans mon mémoire avec ce qui se passe en France, mais en tout cas de ce que je relève de l'actualité, de ce que je lis, enfin voilà, du contexte qu'on a actuellement en France, c'est quand même, c'est pas la même approche. Déjà, le fait que le loup n'ait pas disparu au Portugal, ça change beaucoup de choses. Enfin, qu'il n'ait pas été réintroduit, oui, que oui, c'est ça. Ouais, ça. et qui, la coévolution est perdurée. Mhm. Mais franchement, il y a matière à une thèse, hein. J'espère. Voilà, je vais y travailler là. Je dois tout terminer et puis je vais en parler avec mon tuteur. Et puis, euh, de toute façon, avec Sophie Barrault, je crois qu'on va réintervenir dans quelques mois pour présenter l'autre volet de ce sur quoi on travaille, donc plus sur le sujet de l'automédication, notamment dans la Manche et ailleurs. Euh, Et donc voilà, là, les mois qui viennent vont être les mois d'une très intense réflexion et de mise en place d'un projet. Ouais, ouais. Dans un collectif efficace. Oui, bah, j'espère. En tout cas, enfin voilà, moi je vous remercie vraiment de m'avoir proposé de participer ben voilà, ces présentations de recherche parce que ça aide beaucoup. Enfin, puis moi je suis pas encore, enfin non, je suis pas doctorante, donc je trouve que c'est une opportunité de dingue de permettre à des masterants de faire ça. Donc voilà, je vous remercie et puis aussi pour comme disait Bernadette, pour l'activité de cette association, c'est super Mm. impressionnant et c'est très cool. Sachez aussi que je ne suis pas cavalière, donc j'ai intégré ce monde en étant, en n'en venant pas du tout. Donc j'ai beaucoup appris. Voilà. Mm. Eh ben, merci beaucoup. Angèle, Euh, tu me donneras le mail oui, oui, ça marche. Iris et je vais vous Euh,
en te remerciant, Angèle, pour le boulot que tu fais dans cette association. Et puis, merci à tout le monde pour ces ouvertures interdisciplinaires qui est euh, vraiment le noyau interdisciplinaire. C'est l'une des forces de cette assoce, donc c'est super. Alors, à bientôt et à la À prochaine. bientôt, Bernadette. À bientôt, Au Et merci revoir. beaucoup. Au revoir. s'il n'y a plus de questions, on va également conclure. On se retrouve avec Iris et Sophie Barrault le 4 avril autour du coup du projet Cheval Automédique. Et on se retrouve surtout le 10 janvier avec Camille, qui est ici présente, qui va nous présenter son travail de thèse en histoire intitulé Un temps pour tout, les communautés villageoises et le calendrier de la reproduction équine imposé par les haras royaux, donc au 18e. Voilà, on va mettre cette vidéo en ligne et encore merci pour votre présence et pour ta présentation, Iris. Merci beaucoup. Et puis bah, à très bientôt. On se verra le 10 janvier alors, c'est mon anniversaire en plus. Donc... Et puis on t'envoie tous les articles, on t'envoie tout par mail. Et puis comme disait Angèle, on va vite publier la vidéo de toute façon dans les prochains jours. Ok, Donc voilà. trop cool. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au Merci, revoir. à